Bonjour et bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui va regarder tous les nuages, la troposphère, la nanosphère et toutes les sphères qui existent. Monsieur G, comment allez-vous? Je vais bien, je suis content, c'est lundi, les oiseaux chantent, la vie est belle. Voilà. Hmm, ouais, on dirait un peu du Claude François, mais bon. Salut Idriss, comment vas-tu? Eh bien, merci. Plutôt bien. On sort d'un événement là à Tunis samedi où on a un peu présenté notre solution et puis on a présenté d'autres solutions sur l'observabilité. Donc ça s'est très bien passé. Donc on est plutôt content pour une nouvelle semaine. Voilà. Vous êtes tous dans les starting blocks pour un lundi, c'est bien, c'est cool, j'apprécie. Alors, avant de continuer, je vais me poser la question à moi-même, puisqu'apparemment tout le monde s'en fiche. Anthony, comment vas-tu? Je vais bien, merci. C'est une belle semaine, il fait beau en France, puisque je suis en France. Et Je, on peut passer au podcast maintenant. je Pardon, couperai Jérôme? ça au montage, c'est pas grave. Je couperai ta Ouais. partie au montage. Je plaisante. Je croyais que tu allais me dire, je vais faire un montage où je vais dire, je vais demander à je sais pas qui, Bill Gates, dit à Anthony, comment vas-tu? Bref, tu couperas, c'est pas grave. Alors, petite préface. Aujourd'hui, on va parler cloud. On va monter un petit peu en altitude, mais pour sortir un petit peu du YAS, mais on reste dans la troposphère, rien de bien fou, on va pas partir sur la Lune. Jérôme, est-ce que ça te parle, le serverless? Le serverless, on en a parlé, et oui, ça me dit quelque chose, même en tant que néophyte. Après, si tu me Ah, demandes dans la technique pure, je vais un peu saigner des yeux et des oreilles, c'est possible, oui. non, mais qu'est-ce que ça t'évoque quand je dis serverless? Ah bah, il n'y a aucun serveur, les datas, elles sont dans l'air. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ouais, bien sûr. C'est c'est le futur, c'est exactement ça. Toi, Idriss, je sais très bien que Mais tu sais que c'est pas aussi vaporeux que ça, tu vois. Mais bon, il y a plein de manières de voir le serverless. D'abord, c'est comme le cloud, c'est dans les nuages, hein. bah oui, exactement. Ouais, Exactement. Pas trop de questions à se poser, c'est autre part. Mais c'est les data centers qui produisent ces nuages, quand même. Faut pas l'oublier. Et donc, avant de parler de serverless, en fait, déjà, j'aimerais changer le nom. J'aimerais qu'on appelle ça du FaaS, du Function as a Service, parce que serverless, c'est un petit peu un mot qui veut rien dire. En fait, le platform as a service, on pourrait dire que c'est du serverless. On pourrait aller chercher le web hosting, on va dire que c'est du serverless aussi. Tout ce qui n'est pas les IaaS bases de avec un données as a serveur. service aussi. Ouais. Là, tout est du serverless, donc c'est sympa, mais prenons FaaS, comme ça on sait de quoi on parle. Ensuite, maintenant, expliquons qu'est-ce qu'est ce FaaS. Donc, Function as a Service. La function, c'est pas un fonctionnaire de l'État ou quoi, c'est une function en termes de développeur. Donc, je fais du Python, je fais du C, je fais du Java, je fais du Ruby ou du Go, mais certainement pas du JavaScript, je rigole. Et donc, je crée une fonction et là, je peux la déployer donc, dans ma plateforme face au serverless. Et cette plateforme va être spécialisée pour lancer uniquement cette fonction. Pourquoi faire ça? Alors, il y a plein de raisons. On peut se dire qu'on ne veut pas avoir un serveur entier. On peut se dire qu'on veut déléguer une fonction quelque part. On peut faire ça pour des soucis de coût, des soucis d'archi, pour plein de raisons pas forcément justifié, mais qu'on l'air stylé. Mais pour moi, le serverless, en- vraiment le truc en gros et au-delà même du FaaS, ça représente un peu l'évolution du cloud que personne ne voit ou personne ne veut appliquer, ou peu de monde applique sans se dire qu'ils sont en train de faire la grande révolution du cloud. Pourquoi, je m'explique. Euh, le serverless, il s'agit d'avoir une fonction qui attend qu'on lui donne des arguments, elle se lance et c'est fini. Mais ça, en fait, on rentre dans une logique d'événementiel pour votre architecture, où bon, on peut se dire que c'est juste un serveur qui reçoit une requête. Mais en fait, on peut appliquer des événements sur votre architecture. Typiquement, le truc basique, je sais pas, il y a une image qui arrive sur votre Object Storage S3. L'événement, c'est l'image est arrivée. Vous mettez
c'est pas du serveur du lambda dont je vous parle, mais c'est de la gestion d'événements. If ce fichier est plus gros que 2 mégas, on va essayer de le compresser. If ce fichier, je sais pas, vient d'arriver, on va le décliner en plusieurs tailles, plusieurs latences, en plusieurs formats et plus encore. Et pour moi, c'est une révolution parce qu'on pourrait tout faire en fait avec ce serverless. On pourrait aller regarder le monitoring et dire, ah, mais ce serveur-là, il est à 50%, on va en booter un autre, on va lancer tel truc. Tout est faisable, lancer une autre fonction. Et c'est un petit peu, pour ceux qui savent, la révolution, entre guillemets, qu'a pu rapporter, par exemple, les raccourcis dans l'écosystème d'Apple. Où là, d'un seul coup, on peut tout gérer, faire de la domotique à foison et plus encore. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un, il a monté un FAS public. C'est-à-dire que vous pouvez vous ramener et filer vos fonctions, un peu comme, oui, le frais lambda, etc. Mais là, vous n'avez pas besoin de parler à un AWS. Vous n'avez pas besoin d'avoir un Google Function ou un Azure Function. Et il n'a pas que ça, en fait. Il a toute une plateforme avec du FAS, du CAS, du SAS, du DBAS. Et là, aujourd'hui, il est bien en chair devant nous. Peut-être avec quelques filtres Instagram, on va lui demander après. Mais on a Idriss Newman qui est aujourd'hui avec nous pour nous parler de sa plateforme CW Cloud. Donc, rebonjour Idriss. Qui es-tu? Bonjour. Je vais commencer par vous remercier pour l'accueil sur le podcast. Et effectivement, Pas je vais de me souci. présenter. Donc, je suis Idriss Neumann. J'ai quelques années d'expérience dans le dev. Donc, au début, principalement du Java, puis après, j'ai dérivé sur du Go, du Python, etc. Et dans l'infra aussi, où j'ai fait pas mal d'automatisation. Et effectivement, on a fondé une startup qui permet d'avoir plusieurs fonctionnalités où en fait on essaie d'avoir l'expérience du cloud utilisateur sur une plateforme qu'on pourrait installer partout et qui est compatible avec un maximum de cloud providers et aussi en on-prem. Donc on est compatible avec du Cube évidemment parce que c'est quelque chose qui permet de garantir une certaine interopérabilité sur tous les hébergements modernes aujourd'hui, mais aussi en on-prem facilement maintenant. Et effectivement, on a une partie face qui est des plus grosses features sur lesquelles on est en train de développer aujourd'hui et avec plusieurs ergonomies, donc effectivement différents langages de programmation qui permettent de shipper facilement de la feature, donc Python, JavaScript du coup, Go, Bash et aussi du low-code avec une interface graphique qui ressemble pas mal au jeu Scratch basé sur une librairie qui s'appelle Blockly, qui est bien connue pour les électroniciens qui font de l'IoT, etc. Et pour en revenir à ce que tu disais, effectivement, le FAS, c'est basé sur de l'événementiel. Donc, finalement, dans la définition que moi j'aurais sur Function as a Service, c'est effectivement, le développeur se soucie juste d'écrire et de se concentrer sur sa fonction avec des arguments. Et par rapport à du développement d'API ou de microservices ou de choses comme ça, il se concentre un peu moins sur comment il doit exposer sa fonction sous forme de web service et ou comment builder son application avec de la CI/CD pour ensuite l'héberger, etc., pour ensuite la déployer. Donc c'est un peu ça le function as a service, parce que exposer une fonction de façon événementielle, en fait, ça fait très longtemps qu'on le fait. Même avant les web services, ça existait déjà. On parlait déjà de remote procedure call, du RPC, du middleware, on parlait aussi de plein d'anciennes choses comme du Corba, par exemple, du RMI. Et bon. Et finalement, les principes n'ont pas beaucoup changé. Ce qui a beaucoup changé, je dirais, c'est plus l'expérience développeur dans lequel où finalement il va pas lui s'occuper de builder des applications qui vont souscrire à des fils de messages ou qui vont exposer des routes HTTP. Il va vraiment se concentrer sur sa fonction et c'est le cloud qui va s'occuper de ça pour lui de façon presque transparente et presque immédiate. Quand je dis le cloud, ça peut être aussi un logiciel qui peut être déployé on-prem, mais c'est un peu le cas de CW Cloud. Voilà pour l'intro. Ok. Et du coup, qu'est-ce que CW Cloud? Alors, CW Cloud, du coup, c'est une plateforme qui permet d'accélérer le déploiement à plusieurs niveaux.
Mhm. Donc les premières features qu'on a déployées, qu'on a développées, c'était d'interagir avec les différents IaaS des différents cloud providers, donc OVH, Scaleway, Amazon, GCP, Azure, Cloudflare, Ok. etc. Et d'avoir une API un peu standard parce que justement, il y avait trop de divergences. Par exemple, pour tous ceux qui font toutes celles et ceux qui font du Terraform, ils savent que maintenir une code base générique sur Terraform pour l'ensemble des cloud providers, on n'est pas loin de l'impossible en fait. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a une code base de Terraform en fonction de son cloud provider. Donc ceux qui font du multi-cloud ont plusieurs code bases du coup. Il y a des choses qui ensuite sont en standard. C'est une fois qu'on a l'infrastructure qui est déployée, donc ça peut être des cubes, ça peut être des machines virtuelles. Là, on retrouve quelque chose de réutilisable. Donc, si c'est de l'AVM, on peut faire par exemple des playbooks ou des rôles Ansible. Si c'est du cube, on va pouvoir faire des M-Shard, du GitOps avec du Argo CD ou des choses comme ça. Et en fait, nous, on a voulu accélérer la création de ces repos GitOps. En fait, on voulait avoir l'expérience d'un pass, mais tout Mhm. en donnant, en ayant la flexibilité de faire de l'IS. Aujourd'hui, enfin, quand on a commencé, en fait, il y avait deux façons de faire. Il y avait soit je prends l'eau, le gaz, l'électricité, donc les l'IaaS, et je vais faire toute l'automatisation, et ça prend un certain temps, mais une fois qu'elle est en place, on a un super time to market, mais elle prend beaucoup de temps, et surtout quand on veut changer de cloud provider, des retours à la case départ. Et on a eu plusieurs clients où on a eu des migrations en fonction de leur levée de fonds. Ils devaient quitter. Ensuite, ils ont eu le marché chinois. Il fallait partir chez du Alibaba, etc. C'était presque des années de travail supplémentaire juste pour revenir au même niveau d'automatisation qu'ils avaient déjà, en fait. Et de l'autre côté, on a le pass qui permet aux startups d'accélérer très rapidement. Mais une Ouais. fois qu'elles scale et qu'elles grossissent, il y a des besoins supplémentaires qui se rajoutent en sécurité, par exemple, pour faire des réseaux privés, souvent ce genre de choses. Ouais. Ou pareil, on leur demande de changer d'hébergeur, etc. Et donc, il va falloir on a été très vite avec le pass. Super. On a eu un bon amortissement, donc c'est pas un souci, on regrette pas, mais il va falloir tout refaire et tout casser. Et donc, nous, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire entre les deux. Donc, on appelait ça Ouais. le deployment as a service. Donc, l'interface avec les développeurs, avec une CLI, une interface graphique, des API, ressemble beaucoup à du PaaS. Mais derrière, en plus de déployer les applications templatisées, en fait, on va avoir des repos de templates Git avec des pipelines GitOps. Donc, si c'est du cube, en fait, ça va être du Flux. C'est Mhm. GitLab, ça va être du GitLab CI qui va sourcer des repos Ansible. Quand c'est des VM, il y a du Cloud Init qui va pouler ces repos Ansible. En fait, c'est ce qu'aurait fait une équipe de SRE Platform Engineer, Ouais. sauf que c'est pour être Exactement. provisionné. Voilà, c'est un peu ça la première feature. Et ensuite, on s'est dit, il faut continuer l'accélération des déploiements pour arriver au Donc, on a rapidement testé un peu ce qu'on aurait avec du pager d'outils, du Uptime Robot, etc. Sauf qu'on a en fait, on va par exemple dire, je veux avoir le résultat en OpenTelemetry, je veux avoir le résultat en route PromQL que je peux scraper, ou je peux envoyer des WebSockets, du MQTT, des événements dans des fils, ou simplement Mhm. notifier des webhooks HTTP. Et on a à peu près la même chose, plus du développement, là où on va dire aux développeurs ou développeuses de développer dans leur langage de programmation favori, ou des low-codeurs, hein, d'avoir une interface qui ressemble un peu à ce qu'ils ont l'habitude, surtout dans l'électronique, avec du Blockly, des choses comme ça. Et pareil, de pouvoir notifier les résultats, de pouvoir déclencher ces fonctions avec différents types de triggers. Donc ça peut être des calls HTTP, des événements dans des fils, chez le résultat, pareil, soit sur Diode, soit sur du Qt, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans les autres plateformes Function as a Service. Mais nous, notre bout possible est d'être agnostique même des stacks. C'est-à-dire que, par exemple, on veut que ce soit installable Mhm. on-prem, mais on ne veut pas imposer forcément la solution logicielle.
pour essayer de Ok. capitaliser sur ce que les infrastructures possèdent déjà. Je donne un exemple. Le FAS, il est souvent basé, le cœur du FAS, c'est un bus de message, un message broker. Donc ça peut Ouais. être un Kafka, ça peut être un Pulsar, ça Rabbit. peut être un RabbitMQ, du NAT, Hmm. etc. Je donne l'exemple d'OpenFAS. Par exemple, OpenFAS, c'était un des premiers FAS en open source qui a cartonné, qui est très Ouais. connu, CNCF, etc. Bah, son bus, c'est du NAT. Nous, on s'est dit, on a eu des clients qui nous ont dit, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'installer du NAT alors que j'ai déjà du Kafka, etc. Donc, on s'est dit, de la même façon qu'on va essayer d'être agnostique des cloud providers, on va essayer d'être agnostique des solutions Technique. de bus, de base Solution. de données, etc. Et Mhm. donc, de faire un système de driver pour tout. Donc, en fait, tout est bâti comme un système d'exploitation. Quand vous avez un système d'exploitation, vous n'êtes pas couplé fortement à votre hardware. Nous, on n'est pas couplé. Aujourd'hui, les FAS, il y a différents types de runtime. Il y en a qui vont builder des binaires WASM, il y en a qui vont builder des conteneurs, il y en a qui Hmm. vont avoir des runtime déjà déployés, qui vont faire de l'interpolation de code et l'évaluer au runtime, pendant qu'il y en a qui vont builder des images, les pousser sur un enregistré, les déployer. Hmm. En fait, nous, on a un fonctionnement de base dans le FAS. Mhm. Mais par contre, on va dire que comme même les créations de fonctions, création de triggers sont des événements dans des fils, si quelqu'un préfère, par exemple, réimplémenter des portions du FAS à sa manière, avec son propre bus, ou de dire moi je veux faire des binaires WASM au lieu de faire des conteneurs, etc. En fait, il intercepte les événements de création, il rebuild à sa manière. Limite, on Hmm. peut juste utiliser l'éditeur de code de CW Cloud sur un autre FAS. Par exemple, on pourrait faire Ok. du Azure Function ou du GCP Cloud Function ou du Lambda qui intercepte notre fil de message et qui déploie des fonctions GCP, etc. C'est totalement possible. Voilà. Ouais. Ok. Tu m'as pris pas mal de questions parce que moi Ouais. j'étais dans la grande curiosité de qu'est-ce qu'est OpenFaaS parce que c'est vraiment une techno que Oui. je regarde de loin et il y a un dilemme sur le FaaS que j'aimerais te poser. C'est un peu celui que a eu excusez-moi que a eu non pas AWS Amazon Prime il y a 2 ans de ça peut-être. Ou je ne sais pas si tu te rappelles, mais les équipes de Amazon Prime ont annoncé qu'ils avaient une facture serverless qui a explosé sur Lambda. Et du coup, ils ont opté pour revenir sur du IaaS et mettre plus ou moins du serverless maison qui tourne. Et l'idée, c'est de dire que le serverless coûte Ouais. très cher. Et en fait, si tu fais une VM avec, ou plusieurs VM, un petit système avec ton Ouais, je propre m'en souviens. serverless, si ta consommation de ton serverless est, disons, à 50%, ce sera plus rentable que si tu demandais le truc as a service qui est facturé à la microseconde. Et toi, tu arrives à voir ce genre de choses, ce point de rupture entre là, vous devriez prendre un truc sur étagère ou vous devriez construire votre propre face? Alors, justement, le souci, tu fais bien de le souligner, c'est que je pense que euh, en fonction des clients ou en fonction des situations, et même en fonction des époques, l'un ou l'autre modèle peut être plus ou moins rentable. Et ce qui est vrai en début de création d'une entreprise n'est pas vrai à une certaine échelle, et ça peut encore changer. Donc, en fait, moi, je suis plutôt à dire, faut qu'on choisisse des solutions qui permettent de passer de l'un à l'autre et de changer d'avis de Mm. façon durable. Donc, typiquement, comme je disais, notre face, il peut être self-hosté sur une infra que tu as déjà payée et déjà amortie. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on n'utilise pas le FAS pour des raisons de De paye. hype. Alors, je sais plus. Ou Il pay y a as you la go. hype, mais il y a aussi le fait de pay as you go. J'ai une charge à telle heure. J'ai pas une charge 24 heures sur 24, donc je voudrais payer que l'heure de charge, Mm. etc. Tous les problèmes de scaling. En fait, à l'époque, on disait beaucoup que le cloud haut niveau, donc le FAS, euh, le CAS aussi, puisque c'était pareil pour les conteneurs et les micros, pour des raisons de scaling ou de facturation temporaire, Mm. pour éviter de payer une infra et de la maintenir sur le long terme. Mais aujourd'hui, c'est plus une expérience utilisateur. Moi, je pense que c'est plus, il faut déployer vite
et il faut scaler vite. Et en fait, ces arguments s'appliquent aussi sur les infraphysiques. Donc, je dirais que choisir une solution en face, c'est une bonne idée, mais il faut essayer de choisir une solution en face pour certains, et après avec des EC2 ou des compute instances parce que ça coûte moins cher, pourquoi pas, ou des cluster cubes. Voilà, aujourd'hui, quand vous prenez un cluster GKE ou AKS, vous réservez. Alors, vous pouvez scaler les node pools dynamiquement, mais généralement, il y a un minimum de node pool que vous avez un coût presque fixe mensuellement, quoi. Donc, Ouais. et même Cube en lui-même aujourd'hui, c'est clairement avant c'était effectivement je veux avoir du start to zéro et on va scaler au fur et à mesure et on va downscale. En fait, on s'aperçoit que énormément de gens ont des notes pool fixes mensuellement. C'est plus un problème, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Je suis assez d'accord. Euh, sur toutes les passes, en fait, sur tous les passes, le petit jeu de mots, toutes les stages du cloud, de maturité du cloud et de l'utilisation, on a toujours vu ce principe de la flexibilité et la scalabilité up and down est là présente, vous pouvez l'utiliser. Et on est toujours retombé sur nos pattes à faire des trucs fixes sur 1 à 2 ans. Maintenant, c'est vrai que le Parce serverless que peut ça ramener. correspond plus à la compta des entreprises. Ouais, voilà, c'est à peu près ça le truc. On a un budget, c'est sympa, t'as flexible et on a un budget en fait à la base. Donc, tu peux la dépasser, ça Ouais, il va y a de être compliqué. l'amortissement, il y a des charges. Voilà. Donc, C'est ça. Bon, après, l'idée, ce serait de convaincre les gens, bon, bah ok, t'as un budget, tu veux faire ça, prenons la VM ou l'archi sur 3 ans. Et là, ça devient aussi compliqué, c'est une autre histoire. Mais tu m'as parlé d'être agnostique sur la manière de faire. Sur les technologies open source, ça peut être relativement facile parce que les technologies open source, par essence, elles se veulent transparentes et pouvoir être interopérables entre elles. Mais pour les cloud providers, il y a des API, mais il faut quand même tester les produits, les comprendre, etc. Je ne sais pas si tu arrives à avoir, par exemple, des partnerships avec des clouds pour pouvoir leur donner une meilleure intégration sur ta plateforme ou même avec tes clients s'ils viennent avec du VMware ou du Proxmox demain. Je ne sais pas si tu essaies de t'allier avec tes clients ou ces entreprises fournisseurs pour faire des meilleures intégrations dans ton produit. alors, à date, vu qu'on est quand même une jeune entreprise, il n'y a pas vraiment de partenariat. Il y en a un petit avec Scaleway, où grosso modo, j'ai 5% de ristourne, 4% de ristourne sur l'ensemble des coûts d'infra. Donc, ça change pas énormément de choses, on va dire. Voilà. Même à l'année, si je devais faire le calcul, je pense que c'est un partenariat qui se chiffre en café. Euh, voilà. Bon, en- en quelques centaines d'euros, quoi, pas plus. Ça paye pas un salaire. Donc, les intégrations soient faciles. Comme je dis, il faut faire un driver avec un autre cloud provider, par exemple, ou même un Proxmox. C'est totalement faisable. Et surtout, on est ouvert, c'est-à-dire on a eu pas mal de discussions avec certains cloud providers pour le faire. Et après, les partenariats sont plus longs que le développement, en fait, finalement. Signer des deals, Tellement vrai. ça prend plus. Ça prend plus de temps que de faire la plateforme. Mais et du coup, voilà, quoi. Euh, c'est totalement ouvert. On essaie d'avoir des intégrations avec des clouds pour être disponible sur leur marketplace en mode SaaS. Mais on va dire que le plus gros de notre marché aujourd'hui, c'est plus, on a quelques clients sur une plateforme SaaS qui est Scaleway OVH, mais c'est vraiment 5% de notre CA actuel. Le plus gros du CA, c'est j'installe CW Cloud sur votre compte cloud à vous, sur votre GCP, sur votre Scaleway, sur votre AWS ou même sur votre cube self-hosté. Pour l'instant, on n'en a pas trop, mais c'est faisable. Ok, ok, ok. Euh, Moi, après, j'aurais une salve de questions en mode simulator, Cloud Client Simulator.
Mais pour l'instant, Monsieur Jérôme, est-ce que tu as des Ouais. questions? J'ai des questions. Alors, il y en a, enfin, encore une fois, je sais jamais par où commencer, mais je m'en sors toujours avec talent. Donc, toi, Idriss, en gros, euh, tu fais du code et du business. En gros, en très gros, hein. Euh, Ouais. Est-ce que tu, aujourd'hui, on va dire, avec toute ton expérience, la création d'entreprise, donc je vois qu'il y a, donc il y a CW Cloud, je vois qu'il y a aussi Comwork, peut-être plus généraliste, peut-être plus en mode agence. Est-ce que tu as un peu Ouais. plus délaissé le code pour le business ou tu es toujours vraiment, tu te considères toujours en tant qu'ingénieur qui fait aussi du business? Ou tu es plus en mode entrepreneur, on va dire? Alors moi, je suis plutôt ingénieur qui fait du business. Et justement, c'est un peu pour ça que j'ai pas réussi encore à signer des deals avec des cloud providers. Ouais. C'est un peu le problème. Et donc, en fait, si je devais parler de mon cas personnel, moi, je préférerais rester dans l'ingénierie. Et c'est en cours de changement. Et justement, tu as bien fait de souligner qu'il y a Comwork et CW Cloud. Je peux expliquer la différence entre les deux. Mais effectivement, on est parti d'une agence de services spécialisée dans tout ce qui est DevOps, SRE, Platform Engineering, automatisation, observabilité, etc. Et en fait, on a vu des dénominateurs communs qui revenaient chez nos clients, notamment les histoires de diagnosticité qui posaient des problèmes alors que c'était des startups qui faisaient des super levées de fonds. Et en fait, on s'aperçoit que les levées de fonds, elles étaient corrélées à des conditions de migration vers d'autres clouds. Et en fait, finalement, elles étaient dépensées très vite à cause de ça. Et c'est ça qui a fait qu'on en a fait des produits. C'est-à-dire que les mêmes problèmes se répètent, les problèmes de time to market, les problèmes de souveraineté dans certains cas, les problèmes diagnostiques. C'est pas forcément une histoire de souveraineté et de politique, hein, ça peut être aussi effectivement de stratégie d'entreprise, de couplage ou pas, de ROI, des choses comme ça. Donc ça, effectivement, l'ensemble de ces problèmes communs. Et là, c'est plus une question d'ingénierie que d'entrepreneuriat. Un ingénieur, quand il voit des problèmes, il essaie de les résoudre. Et quand il voit que les problèmes se répètent, il essaie d'en faire une solution réutilisable. Et c'est ce qui a débouché sur CW Cloud, en fait. Et effectivement, on a poncé plusieurs produits, hein, notamment OpenFaaS, notamment, etc. On a vu certaines limites. Alors, c'est des super produits précurseurs et par exemple, l'architecture d'OpenFaaS a été très inspirante pour faire le nôtre. Mais on a vu aussi certaines limites qui ont fait qu'ils n'ont pas forcément été retenues chez certains clients et on a voulu se différencier en disant bah, pour que si il aurait été retenu, si on aurait fait ça notamment l'histoire de bah, j'aimerais bien éviter d'avoir à forcément builder des conteneurs et j'aimerais bien pouvoir me brancher sur des faces existantes, sur des cloud providers. Ça, c'est un exemple qui est complète, mais réécrivable en partie ou totalement. Donc, ouais, je donne un exemple. L'éditeur de low-code, il peut être utile pour certaines personnes, mais ils veulent vraiment pas notre scheduler de cron job, ils veulent vraiment pas parce qu'ils ont déjà un scheduler sur Cube, ils veulent utiliser Cube, etc., etc. Donc on s'est dit, il faut qu'on puisse décomposer notre application en pièces détachées. Et si une pièce détachée n'est pas acceptable, en fait, elle peut toujours être écrite soit par nous, soit même directement par le client. Voilà. Et alors, toi, justement, ce que Et je ne sais pas si ça répond à ta question. en fait, il y a une question qui en amène une seconde. Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on voit assez, c'est cyclique, on va dire, dans le domaine des startups tech, etc., etc. C'est que, justement, ce sont des ingénieurs qui font du business. Et alors, c'est quoi la grosse difficulté à switcher en mode entrepreneur, en fait, quand on est vraiment un pur ingénieur? En fait, alors, c'est une question un peu compliquée, mais je dirais quand on est ingénieur, on est aussi un peu biaisé par la façon de collaborer qu'on a. Je donne un exemple. Au stade actuel, on se rémunère toujours principalement en prestataire de service en régie. Et Ouais. forcément, quand on fait un produit qui automatise et qui accélère, bah, le temps de régie diminue, donc le chiffre d'affaires diminue. Donc ça, c'est clair qu'on atteint une certaine limite en termes de business
qui fait qu'on devrait switcher plus vers de l'édition de logiciels avec soit un modèle de licence, une licence un peu comme les Elasticsearch et compagnie, il y a une licence Enterprise, une licence, etc. Soit des partenariats avec des cloud providers, comme on en parlait. Et ça, effectivement, moi, je considère que je suis vraiment pas le meilleur profil pour arriver à avoir ces deals. En fait, à titre personnel, aujourd'hui, j'imite beaucoup ce qui se fait dans les éditeurs comme GitLab, Elasticsearch, Red Hat. Donc OpenShift est une grosse source d'inspiration aussi, leur modèle de développement, parce que je sais que ça marche, mais ça marche aussi parce qu'ils sont dans certains endroits où nous, on n'est pas forcément, Mhm. qui font que finalement, je suis aussi biaisé en disant, on va essayer d'imiter, mais eux, ils sont aussi aux États-Unis, par exemple, ce qui n'est pas encore notre cas aujourd'hui. Ouais. Il y a des choses comme ça. Donc ça, je peux pas avoir une réponse assez mature par rapport à ta question parce qu'en fait, on est assez jeune dans l'entrepreneuriat, dans le sens où je considère que les années de SN et de freelance, c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat puisque Ouais. on va pas se mentir, hein, c'est de l'emploi déguisé quasiment. C'est juste que ça permet de switcher plus facilement d'une mission à l'autre, etc. Mais finalement, c'est assez confortable pour des ingés, dans le sens où on va les appeler pour faire de la régie Ouais. et ils vont pouvoir faire 99% d'ingénierie et le 1% d'entrepreneuriat, c'est souvent géré par leur comptable ou par des maltes ou des choses comme ça. Et ça, si on veut passer sur de l'édition de logiciels, ça n'a plus rien à voir. Effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai appris ces 2 dernières années, c'est que, ok, ça fait longtemps que je suis à mon compte, qu'on est même plusieurs, on est une dizaine de personnes dans l'entreprise, mais ça n'a rien à voir entre justement essayer de vendre un logiciel et essayer de nous vendre une solution de façon rentable versus on t'appelle pour tes compétences d'ingénieur. Je ne sais pas si ça répond à ta Ah question. oui, complètement, complètement. Justement, là, tu disais, on n'est pas encore aux États-Unis. Donc, tu penses à terme, si vraiment la boîte explose, etc., tu irais aux États-Unis? En fait, moi, j'aimerais bien que ce soit pas forcément moi qui prenne ces décisions. C'est-à-dire, effectivement, moi, après ces 2 ans-là, bon, ça c'est un peu personnel, je pense que je suis plus fait pour rester dans l'ingénierie que rester dans alors, j'influe sur la stratégie en disant, etc. Mais ouais, potentiellement, on peut être ouvert. Nous, on veut répondre aux problèmes de tout le monde. Donc, effectivement, moi, je suis assez convaincu des clouds européens. Mais c'est pas antinomique avec finalement même aux États-Unis ils ont des problèmes de stratégie et de souveraineté. Donc nous on n'est pas on va dire on n'est pas raciste en fait. Il y a des entreprises qui veulent pas se coupler à Amazon même aux États-Unis par exemple. Ouais. Il y a vraiment pas de truc là-dessus ou avec les Chinois ou avec etc. Et je vais donner un autre exemple. En ce moment, on parle beaucoup de AI, aussi d'invoquer des modèles de langage dans notre face. Euh, de la même façon, logiciel, on va permettre au client de déployer ses propres modèles de langage qu'il va pouvoir ensuite invoquer comme des fonctions serverless dans le face et faire des MCP, des RAG et des choses comme ça. Mais on va aussi pouvoir appeler des modèles qui sont beaucoup plus entraînés, comme des OpenAI, des DeepSeek, des Gemini, des Anthropic Claude, ou des Mistral. Et là, c'est un peu pareil. En fait, moi, dans tous les cas, quelle que soit la stratégie, euh, 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 que ça parte, que ça reste en Europe, que même une entité en Tunisie, hein, j'ai oublié pour le cloud au Maghreb. Donc avec des cloud providers qui acceptent les dinars en devise. Donc en fait, c'est pas antinomique. Moi, je pense qu'on peut multiplier en tant qu'entrepreneur, c'est un peu ça ma vision. Je pense qu'on peut multiplier les entités et même les rendre étanches entre elles. C'est-à-dire, on parle beaucoup du Cloud Act, par exemple. En fait, finalement, c'est pas les mêmes entreprises. Et la solution, et ça c'est ma conviction personnelle, pour que ça marche, il faut que la solution, elle soit open source. Euh, il faut pas que, elle appartienne justement à une entreprise qui soit en otage d'une politique ou pas. Donc justement, moi, je suis
par rapport à d'autres acteurs de cloud bien connus, je dirais que je suis pas fermé à ouvrir aux États-Unis, pas du tout, au contraire. Je pense qu'il y a voire beaucoup plus d'opportunités dans le business du cloud là-bas parce que c'est plus mature que dans certaines régions du monde. En Europe, c'est assez mature aussi, mais on voit bien que c'est pas les mêmes investissements. Il y a des zéros en moins sur les levées de fonds, hein, clairement. Hmm. Euh, et donc, par contre, tout en gardant quand même à l'esprit les différentes contraintes. On a des marchés en Europe qui veulent pas, pour des raisons stratégiques et surtout avec le contexte géopolitique actuel, ça s'entend davantage par rapport à avant, parce qu'avant on était un peu dans la fiction, maintenant on est vraiment dans le concret, où il faut pas qu'il y ait des liens. Si jamais il y a un problème d'une entreprise qui se fait striker, il ne faut pas que les autres entreprises qui exploitent le logiciel soient compromises. Et ça, je pense que ce qui aide beaucoup, c'est l'open source pour ça. Ouais. L'open source n'appartient pas à... voilà. Clair. Mais Petite. l'open source, c'est Ouais. aussi difficile d'être rentable avec l'open source. Ça amène d'autres d'autres sujets. Voilà. Ouais, des fois on en parle, justement, Anthony le dit. Petite question, là, comme tu parlais d'IA, bon, moi c'est un sujet qui m'intéresse à mon humble niveau, bien sûr. Et j'ai vu récemment le CEO, je crois, d'Anthropic qui disait que d'ici un an, il n'y aura plus besoin de coder du tout. Vraiment comme si c'était annihilé, etc. Toi, t'en penses quoi, justement, est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce que c'est plus un niveau plutôt bas, débutant? Il entendait plutôt par là. Non, alors, ça va faire un débat, surtout sur les réseaux, mais je pense qu'il a raison. Et en fait, au début, j'étais comme tous les ingénieurs très sceptique, mais non, mais il faut avoir un mindset. Alors, je pense toujours que tout le monde ne pourra pas utiliser les LLM. En fait, il faut avoir quand même un mindset de développeur. Euh, 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 Peut-être pas les compétences qu'il fallait. euh, Mais ça c'était vrai, on disait la même chose, on dit aussi qu'il n'y a pas besoin des mêmes compétences, puisqu'en fait, on s'occupe plus de builder des images, d'exposer des web services, etc. Donc, on se concentre juste sur des fonctions avec des arguments en entrée et des sorties, donc c'est plus simple. Bah, c'est un peu la même chose avec les LLM, et au début, je disais que c'était un effet de mode aussi, avant de commencer à les utiliser. Et en les utilisant, en fait, je m'aperçois, notamment dans le cadre du serverless, on a fait une démo justement samedi, où avant, et surtout avec l'éditeur graphique, ça se voit très très bien la différence entre les deux. Bah, on faisait des algos avec des capteurs pour alerter avec certains thresholds, si le capteur il dépasse tant de temps PL et de temps, il faut des alertes, etc. En fait, on a fait la même version en invoquant juste un LLM. Donc, on prend la température en entrée de la fonction serverless et on dit au LLM, bah, euh, 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 si la température est trop élevée dans un prompt, alerte-moi. Et ça marche. Complexité. Il y a toujours une notion qui va lire les entrées-sorties de la GPIO d'une carte Raspberry ou d'un Arduino, d'un ESP32, etc. Il y a toujours besoin de compétences de dev, mais on a quand même énormément réduit la complexité du code à écrire. Et en fait, on parle pas mal de prompt engineering aussi, mais justement, pendant le salon, on s'amusait à tester un peu. Donc, c'était majoritairement des développeurs qui venaient au stand. Mais justement, on voyait bien que c'était pas toujours évident de faire des prompts qui donnaient exactement la sortie qu'on voulait. Typiquement, je disais, il faut réagir avec un emoji qui dit s'il fait chaud ou s'il fait froid. Bah, si le prompt était mal fait, bah, il y avait du texte qui sortait, par exemple, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y aura toujours besoin de compétences pour utiliser les outils, exactement comme pour les frameworks, etc. Il faut toujours être développeur pour utiliser un framework. C'est pas magique, même s'il y a des annotations magiques qui permettent d'exposer des endpoints HTTP dans son microservice. On n'a pas besoin de recoder le protocole HTTP en C++ comme on faisait au début.
Ça c'est vrai, mais par contre, il y a toujours besoin de compétences techniques qui sont pas, qui garantissent une stabilité dans le métier, je pense. Donc, je pense pas que le métier de développeur va disparaître. Par contre, je pense que l'IA va être, enfin, que ce soit le serverless et le serverless plus les LLM, je pense qu'on est sur une nouvelle génération de frameworks pour accélérer le temps de développement. Mais quand on accélère le temps de développement, en fait, on développe plus et on fait plus de choses. Et c'est ce qui s'est passé avec les frameworks. On n'a pas du tout diminué la quantité de travail à produire pour les développeurs avec les frameworks. Et je pense qu'on ne diminuera pas la quantité de travail à produire pour les développeurs avec les LLM. Juste, on va la multiplier parce que comme ils vont plus vite, on va leur en demander plus, tout simplement. Ouais, Ouais. complètement. Ah, excuse-moi, Anthony, vas-y. Moi, j'allais Voilà. dire, sur tout ton narratif, je suis d'accord avec toi, Idriss. Le seul souci que j'ai là-dedans, c'est que avec tous les frameworks qu'il y a eu, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait croire à tout le monde qu'en 3 mois, il pouvait être dev. Et au final, aujourd'hui, un junior, il sait Ouais. rien faire. Un junior, pendant les 3, 4 premières années, ne sait rien faire. Il faut qu'il apprenne à vraiment être développeur, alors qu'à la base, tu devais l'apprendre à l'école. Et est arrivé sur le marché du travail, c'était limite ton langage que tu connaissais pas, mais tu savais ce que c'était être un développeur. Aujourd'hui, on est sur l'inverse, et avec le LLM, ouais, on peut pousser les choses encore plus loin, mais au final, un développeur, un junior sera encore plus insignifiant. Quelqu'un qui sera curieux, qui sera motivé et qui rentrera dans les détails, il se démarquera plus facilement, mais la masse, elle sera plus, pas idiote, mais en tout cas, elle sera moins capable, pour moi. C'est mon idée de la chose. Moi, je pense que. Et Bah, je d'ailleurs, suis assez d'accord. ouais. Vas-y, vas-y, Anthony, je te laisse. Pardon, pas Anthony. Jérôme. C'est pas, c'est pas Anthony parce que j'utilise le même nom. Même dans le marketing, en fait, tout le monde disait que ça allait défoncer tous les jours du marketing en rédac, en social media, etc., etc. La seule, moi, j'ai encore beaucoup plus de travail qu'avant, on va dire, l'avènement des IA génératives. Et après, c'est pareil je vais dire translation. En traduction, c'est pareil, on disait ouais, ça a tué le métier de traducteur, etc. Mais en fait, ça a juste fait c'est horrible ce que je dis, ça a fait le tri, quoi. Mm. En gros, ça va permettre de garder, entre guillemets, les meilleurs. Il y en aura toujours, bien sûr, pour les gens, pour se former, etc., etc. Mais on va dire, ça laisse un peu plus la part aux gens plus qualifiés quand même. Et de ce que Mm. disait, on va dire, le CEO d'Anthropic, c'est que à terme, ce sera vraiment un boulot de contrôleur, quoi, le dev. Enfin, de contrôleur et de créateur, bien sûr, mais de vérificateur du code, etc., etc. C'est comme ça qu'il. Euh, j'ai envie de te dire, c'est déjà peut-être 60, 50% du travail de dev, la merge request de ton père. Tu vois, si on doit parler de social engineering, c'est pas du social engineering, mais c'est de l'ingénierie dans le social. Et c'est très compliqué, cette partie-là, la vérification. Si on pouvait l'affilier à l'IA, cette partie, ce serait cool, tu vois. Ouais. Parce que vraiment, la discussion de deux ingénieurs il y en a un qui dit t'as tort et l'autre qui dit bon bah ok j'ai tort, elle est difficile, hein. Elle est difficile. Vraiment. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Idriss, mais pour moi la partie merge request pair, c'est peut-être la partie. Et pourtant je suis quelqu'un de sociable, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est la partie la plus chiante du travail. Parce qu'il y a quelqu'un qui est fier de son travail et toi, ton travail, c'est de dire, mais non, ça passe pas. Mais non, Ouais. la Sans prod, elle va tact. dire non. Mais Ouais. non, la CI, elle va jamais accepter ton truc. Tu vois. Bah, si ChatGPT, il pouvait mettre les formes et dire, ah, mais là, je te suggère ci et patati et patata, ça pourrait être pas mal. Je pense que vous avez un peu raison tous les deux. Je pense qu'effectivement, il y a des pans du métier qui disparaîtront jamais, notamment tout ce qui est troubleshooting, tout ce qui est malgré les frameworks, en fait, on n'a jamais eu autant de boulot, je pense, dans comprendre ce qui se passe en prod, notamment. C'est pour ça qu'on parle d'open tracing, on utilise des Jaeger, on utilise toujours des Wireshark pour comprendre ce qui se passe sur les infras. Et ça, je pense que ça va pas disparaître. Je pense que effectivement, il y a une grosse partie du métier un peu répétitif et automatisable qui, lui,
risque de disparaître, ça a toujours été. Exactement comme dans le marketing, ce que tu disais, Jérôme, tout ce qui était traduction, etc., ok. Mais finalement, il y a quand même certains pans de métiers qui peuvent pas disparaître, notamment comprendre ce qui se passe, pourquoi la machine, elle déconne. Donc, pourquoi le framework, il déconne? Je donne souvent l'exemple du framework Spring. Ouais, j'ai mis une annotation pour mettre automatiquement le résultat de ma fonction en cache. Sauf que des fois, bah, ça marche pas. Il faut aller dans la JVM, dans les métriques JMX pour comprendre comment la RAM elle est libérée, etc. Et ça, malgré que Java ce soit devenu une techno super simple pour onboarder des juniors, bah, 30 ans après, on est toujours là. Alors, c'est pas 30 ans, je dirais, c'est plus 15-20 ans parce que JMX est arrivé un peu plus tard. Mais on est toujours là à essayer de comprendre ce qui se passe dans la JVM. Mais ça sera pareil avec les LLM, je pense. Il faudra comprendre pourquoi les completion tokens, ils ont donné ce résultat-là et pas ce résultat-là. Pourquoi le prompt, il a déconné. Et je pense pas que c'est juste du prompt engineering. Je pense qu'il va falloir, au contraire, avoir une connaissance beaucoup plus profonde statistique, mais aussi de comprendre bah, la différence d'architecture entre tel modèle et tel modèle. Ah, lui, c'est un Exactement. GPT, Transformers, lui, c'est un, etc., etc. Donc, je pense qu'au contraire, il va y avoir une demande, et à chaque fois, ça s'accompagne comme ça, de compétences beaucoup plus poussées, mais effectivement, il va aussi y avoir une réduction des Spécifiquement jobs. dans l'IA. Voilà. Bah, typiquement, tout ce qui est YAML engineering, j'automatise mes GitLab CI, etc. Ça, on va pas se mentir, il y a des gens qui en ont fait leur métier. Et ça, malheureusement, ça risque de prendre cher. Donc, après, c'est à soi de. Et moi, je suis un des premiers concernés, hein, tout ce qui est production de M-Sharp, de Roll Ansible, etc. J'ai eu des missions entières où j'ai fait que ça, quoi, tu vois. Et, et en fait, même dans ces missions-là, effectivement, 50% du temps, c'était de produire du YAML. Mais en fait, là où j'apportais vraiment de la valeur, c'était ah, le cube, il est en train de merder en prod. Va falloir que tu nous aides. Je comprends pas ce qui se passe, pourquoi le réseau il est saturé, pourquoi il y a plus de RAM sur telle application, jusqu'à remonter dans le code Java qui déconne parce que, bah, je sais pas, il y a une boucle infinie ou autre chose. Voilà, ça, je pense que ça va survivre. Et la deuxième chose que j'aurais tendance à dire, c'est que ce qu'on est en train de vivre, finalement, c'est ce que toutes les industries, elles ont vécu, l'industrie automobile, l'industrie, etc. C'est normal, l'informatique, c'est une industrie aussi. Et ça a été décrit ça a été pensé par plein de sociologues, etc. Même Karl Marx, hein, par exemple, qui parle de prolétarisation. Donc prolétarisation, pour Karl Marx, par exemple, c'est pas être pauvre, c'est perdre sa connaissance parce que la machine devient Machine. complexe. Effectivement, les utilisateurs de la machine ne font plus qu'appuyer sur activer des leviers, etc. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre dans notre industrie. Il y avait des jobs où on faisait qu'appuyer sur des boutons, par exemple écrire du YAML, faire des postman pour invoquer, ou même du Terraform. Voilà, je fais du Terraform pour appeler du cloud provider. J'ai juste à suivre la doc et je fais comme ça, et puis paf, c'est mon cloud qui fait tout. Bah, effectivement, cette surface-là tend à se diminuer, donc là, etc. Par contre, la machine, quand elle déconne, elle devient hyper compliquée à ingénierer. Et je pense que la place des ingés n'est pas compromise. Elle va peut-être se déplacer. Et c'est ce qu'on vivait déjà finalement. Et on le voit très bien sur le marché français d'ailleurs. On a de plus en plus d'ingés qui sont recrutés par les clouds américains en travaillant en France. Pourquoi? Parce que finalement, la complexité des infras des entreprises, elle n'a pas disparu, elle a juste été déléguée. Et les personnes à qui on a délégué ont besoin des ingés, donc vont recruter les... Voilà. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, ce qu'on fait, ça va être automatisé. Il va y avoir des solutions logicielles qui vont le faire. Donc, notre métier, c'est de produire ces outils. C'est de produire les frameworks, c'est de produire les faces, c'est de produire les modèles. Euh, voilà, il y aura toujours du travail en fait. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Spring a beaucoup fait peur à des gens parce que ça rendait le Java trop facile, mais le framework Spring à maintenir demande 10 fois plus de contributeurs qu'au début, où il fallait juste remplir un XML pour dire voilà.
Mm. Bah, ça sera pareil avec les faces, avec les outils. Ça, c'est ma vision du truc, c'est que Mais finalement, c'est c'est un marrant jeu de... Ouais, ce que tu dis sur la transformation d'industrie, parce que justement, dans l'informatique, il y a eu la transformation des admin 6 qui faisaient tout. Voilà, installe-moi une Nginx, ok, installe-moi un truc, ok, déploie-moi cette application, ok, le mec il sait tout faire, voilà, c'était notre travail d'admin 6, en plus il le faisait entre 8 ouais, des fois, enfin avec des astreintes, excusez-moi. Et bah, tous ces gens-là, ils se sont transformés en SRI en fait. Parce que les outils pour faire toutes les conneries qu'on faisait avant, c'est bon en fait. À partir du moment où il y a Ansible, il y a Puppet, il y a tous les clouds et il y a tous les machins, on a arrêté ouais, de faire des apt install à tout va, on a arrêté de se connecter en ouais. SSH Parallèle partout. SSH. On a arrêté tout ça. Et bah, tout se fait automatiquement. Donc tous ces gens-là, ils sont devenus des gens qui observent l'infra et qui savent remonter dans l'infra pour débugger tous les problèmes qu'il peut y avoir. Ouais, Mais c'est fini le travail d'admin 6 en tant que tel qu'on m'apprenait au lycée pour dire je sais déployer telle app et telle app et telle app et telle app, etc. Aujourd'hui, on sait un conteneur, ça se déploie facile. Ce qu'on veut savoir, c'est quand il pète ton ouais, conteneur, totalement. qu'est-ce qui se passe, quoi. Exactement. Par contre, tu sais faire du TCP/dump, du Wireshark, etc. Tu es toujours le roi du pétrole. Euh, Exactement. Exactement. euh, c'est c'est les mêmes choses qu'il y a 30 ans. Et donc, t'en auras 15 qui seront déployés plus vite que toi quand tu faisais du parallèle SSH avec un peu de bash, etc. Et c'est vrai que faire du bash à l'époque, c'était magique. J'automatisais déjà, etc. Donc c'est vrai que cette partie-là, elle va diminuer. Par contre, quand ça merde, je sais faire du TCP dump, analyser ce qui se passe ou du Wireshark. Bah là, tu sortiras toujours du lot, en fait. Bah, je te donne un Et truc ça va pas simple, changer hein. demain, ça sera toujours Tu, vrai. tu, Ouais, tu me parles de TCP dump, etc. Mais moi, je te donne un truc simple vis-à-vis par de exemple. quelqu'un qui sort d'un diplôme d'ingé et que j'ai déjà vu beaucoup de gens qui sont comme ça. Tu leur dis STD in, STD out, STDR, ils savent pas ce que c'est. Tu vois. Et Et pourtant, si tu dois c'est débugger le toujours là. conteneur, si tu dois débugger ton conteneur, c'est le premier truc que, voilà, t'arrives, ton Ouais. conteneur, c'est un shell minimalistique, donc c'est les premiers trucs que tu peux regarder, c'est STD, STD out, STDR. Enfin, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, quoi. Donc, ouais, c'est à l'évolution de l'industrie, c'est assez marrant. Et t'en auras plein qui, il y en aura plein qui disent, ouais, mais pour observer, maintenant, on a OpenTelemetry, on a Grafana, on a Prometheus, on a, etc. C'est Mm. vrai. Mais par exemple, si ton appli, elle renvoie plus d'OpenTelemetry en gRPC, comment tu fais si tu sais pas faire un Wireshark TCP top? Je sais pas. Ouais, exactement. Parce que ton C'est- appli, elle envoie plus de trucs. Voilà. Oui. Donc, en fait, ça permet de réagir plus vite. Même l'observabilité, c'est un bon exemple aussi. Mm. On n'a jamais été aussi bon en observabilité que maintenant. Il y a des Mm. industries qui nous envient, des industries qui pèsent beaucoup plus cher que nous, qui n'ont pas les dashboards qu'on a. Je pense Mm. notamment à l'agriculture, à l'IoT, mais aussi même certaines industries. Pourtant, par contre, il faut toujours savoir, non seulement il faut savoir revenir au débugage, on va dire, à bas niveau quand il y a besoin, mais même les outils, encore une fois, demandent des connaissances supplémentaires. Par exemple, beaucoup de développeurs n'ont pas les bases en statistiques suffisantes pour comprendre comment exploiter les dashboards de prod qui sont concernés par tout le monde. Si on demande la C'est vrai. définition des percentiles ou des choses comme ça, C'est vrai. C'est très vrai. c'est voilà. Donc en vrai, non, je pense pas que ça rende plus bête. C'est juste que il y a plus de choses à faire et forcément, ça crée un peu de la frustration chez certaines personnes parce que il y avait une zone de confort qui en faisait un business parce que voilà, c'était quand même une compétence de savoir faire ça. Mais c'est toutes les industries. On peut parler aussi de la boulangerie ou de n'importe quoi, c'est pareil. Savoir faire du pain, il y a des machines qui peuvent te remplacer, qui peuvent faire du pain que tu ne saurais pas que c'est du pain artisanal ou pas. C'est possible. Mm. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter la boulangerie et si la machine elle commence à faire n'importe quoi? C'est un exemple que j'extrapole complètement, hein. Mais Mm. voilà, le pain il est trop salé ou etc. Non. Je pense qu'il y aura toujours, par exemple, il y aura toujours des génies qui vont élaborer des nouvelles recettes. Ouais, Il c'est y vrai. aura toujours, bon, voilà, Très vrai. Mon ils bon vont gagner Jérôme. Top Chef. Ouais. Mon bon Jérôme, est-ce que tu as une autre question extra technique?
Bah, extra technique, non. Après, je sais pas, c'est toujours délicat parce que tout à l'heure, on l'a évoqué un petit peu, la conjoncture actuelle, comme c'est qu'ils disent. La conjoncture géopolitique, etc. Donc, sans rentrer dans la politique, est-ce que ce qui se passe en ce moment, niveau business, ça met un coup de froid ou pas? Ce qui se passe en termes de souveraineté, enfin Macron, ouais, qui dit faut plus investir aux US, ce genre de trucs, ce genre d'annonces et de trucs comme ça. Est-ce que ça ralentit, ça pose une incertitude et une anxiété ou pas? Entre l'Europe et les États-Unis, je dirais que c'est un peu tôt pour le mesurer. Hmm. Mais je pense que oui, personnellement. Notamment parce que on voit bien qu'il y a plus d'intercontrats dans cette période qu'avant. Il y a il y a moins de levées de fonds, elles sont plus compliquées, le marché financier sont un peu plus compliqués. Alors moi, je suis vraiment pas spécialiste pour répondre à cette question, mais clairement, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour savoir qu'on n'a pas les mêmes levées de fonds qu'en 2017. Que les investisseurs américains eux-mêmes sont beaucoup plus frileux, qu'il y a eu des licenciements de dizaines de milliers de personnes dans les grands groupes ces dernières années. Après, est-ce que c'est lié à une bulle financière, au Covid, à guerre géopolitique, est-ce que tout ça, c'est pas lié intrinsèquement? Ça, je suis pas assez bon analyste pour le dire, mais clairement, ouais, je pense il y a un impact. Et il y a un impact forcément sur les taxes douanières, donc forcément les investisseurs américains, si on leur dit que la douane elle va augmenter de temps, ils vont se dire pourquoi je vais m'emmerder avec l'Europe alors que il y a l'Inde, il y a je sais pas quelle région du monde, il y a les États du Golfe, etc., quoi. C'est Mm. possible. Ok. Moi, je voulais aussi, enfin, c'était surtout au niveau de ton ressenti à toi, en fait. Est-ce que toi, tu te sens en danger? Bon, la question est peut-être plus claire, plus directe, ou pas? Alors, économiquement, pas trop. Après, on ne sait jamais, hein, la guerre, Ouais, l'Ukraine, on ne sait pas. Mais ça, c'est une autre question. Mais économiquement, nous, on a la chance d'être dans un métier où, en fait, on peut s'installer un peu partout où on veut, finalement, ouais, j'ai l'impression. Surtout, les Européens, ils ont des facilités d'accès, c'est-à-dire que même si ça se tend entre l'Europe et les États-Unis, les Européens sont assez facilement déplaçables aux États-Unis, malgré tout. C'est-à-dire que c'est plutôt rester en Europe ou rester aux États-Unis, parce que ce que je dis, c'est réciproque. Hein. C'est pas, Hmm. les États-Unis aussi sont en train de se fermer et peuvent avoir des récessions économiques parce que ça se passe mal avec le Canada ou avec l'Europe. Hein. C'est dans les deux sens. C'est pas dans un sens plus que dans l'autre. Je pense que, comme je disais, ça c'est un peu ma vision. Euh, le logiciel, c'est pas quelque chose de physique. Alors, ceux qui font du cloud avec des infrastructures, eux, à mon avis, ils auront une réponse différente. Mais dans notre cas à nous, c'est justement pour ça qu'on s'est dit qu'il ne faut pas qu'on soit un cloud et qu'on soit un logiciel qui permette Hmm. d'avoir une expérience cloud partout où on veut. Et ça, c'est justement pour se prémunir de ça. C'est-à-dire que demain, je peux travailler avec la Chine. Après, c'est plus une question de talent business, c'est-à-dire est-ce que je suis assez bon pour m'introduire dans le marché chinois? Ça, c'est une autre question. Mais techniquement, non, on n'est pas censé être touché par ça parce Impacté, ouais. qu'on fait Hmm. du code. Quand on fait du code, on peut mettre son code partout où on veut, quoi. Voilà. Ok, nickel, merci. C'est tout pour mes questions, Anthony. Tu peux revenir sur une salve de questions bien techniques. Je ne comprends pas les tenants et les aboutissants. Ah, c'est pas grave. Écoute bien, ça va être simple, c'est pas grave. Vas-y. Disons que je m'appelle Jean-Claude. J'ai plein de Jean-Claude caillasses avec ma François. boîte. Exactement. Je m'appelle Jean-Claude François, j'ai plein de caillasses. J'ai une entreprise, elle fait des porte-linges. Tu sais, quand tu as fini de nettoyer ton linge, tu le mets sur un truc pour que ça sèche. Moi, mon entreprise, elle fait ça. Et on fait des bangers, vraiment, on fait des milliards avec les porte-linges, comme ça, on en vend partout sur la planète. Et on a une infrastructure cloud pour nous aider à gérer les flux et tout ça, nanana. Et nos usines, bien sûr. Et Ouais. là, on va se faire racheter par un Chinois qui veut toute notre infra et nos ingénieurs.
Et le problème, c'est qu'il faut qu'on passe chez Alibaba Cloud. Et donc, il nous faut un truc pour pouvoir migrer de l'un à l'autre, puisqu'aujourd'hui, on est chez Google, pour pouvoir migrer de l'un à l'autre et pour pouvoir gérer aussi à peu près les deux en même temps, parce que on a quand même notre business en Occident et on veut créer notre business après ce rachat-là en Asie. Du coup, moi, il y a un gars, il m'a soufflé CW Cloud hein, lors de, de nos grandes réunions avec plein de millionnaires. Donc, je suis allé sur ton site web et j'ai cliqué sur Contact Us. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Idriss va me rappeler sur mon téléphone chinois tout de suite ou comment est-ce que quelles sont les premières étapes de toute notre collaboration s'il doit y en avoir une? Alors, euh, il y a aussi un SaaS qu'on peut essayer pour se faire une idée. Clairement, pour une entreprise de la taille de celle de Jean-Claude François, ça va être limité. Il va avoir que Scaleway et OVH dessus, donc ça ne va pas répondre vraiment à ses soucis. Donc, notre site web, l'onboarding, il faudra qu'on l'améliore, ça c'est sûr, le site d'accueil, on va dire. L'application, clairement, alors, c'est déjà arrivé pour certains de nos clients. Euh, on va passer un peu de temps à évaluer où est-ce qu'il en est. Par exemple, est-ce qu'il utilise déjà une partie du travail qui est déjà faite parce que Alibaba Cloud, on va pouvoir réutiliser, capitaliser sur Cube pour dupliquer cette partie de l'infra chez eux. Ça, c'est en Ouais. tant qu'éditeur de service. Et après, je vais parler avec CW Cloud. Mm. CW Cloud, on va plus dire il va falloir faire la même chose sur Alibaba Cloud. Là, il y a des choses à refaire. Il utilise du lambda. Là, il y a des choses à refaire. Donc, CW Cloud va plus permettre de dire, je vais déployer un CW Cloud sur son cloud actuel, donc peut-être AWS ou GCP ou un autre. Petit à petit, il va falloir quand même réécrire les fonctions serverless. Mais généralement, ce qui est bien avec les fonctions serverless, c'est qu'elles sont rarement compliquées à écrire. On a tendance à faire des petites fonctions. Alors, il peut y avoir des exceptions, mais dès que ça commence à être compliqué, généralement, les gens recommencent à faire leurs propres API, leurs propres microservices, leurs propres trucs. Et du coup, comment dire, je pense qu'il y a effectivement un chantier de migration technologique de solutions vers une autre. Et une fois que c'est migré, bah là, ça devient plus facile d'onboarder d'autres clouds. C'est un peu pareil pour les parties qu'on ferait classiquement plus avec du Terraform. Bah, il faudrait faire un driver Alibaba. Mais une fois que c'est Mm. fait, on a la même API qui va permettre de déployer. On arrête de faire le Terraform qu'on avait l'habitude de faire pour provisionner, je sais pas, un Postgres ou une instance CQ avec un cloud init qui va faire ceci, cela, cela. Bah, à la place, on va utiliser CW Cloud dans son cloud actuel et on va pouvoir refaire la même chose dans d'autres clouds. Ça s'y prête pas mal aussi pour ceux qui font des choses qui sont multi-tenant. Donc, tous ceux qui ont un business avec une application qui est censée être multi-tenant où tu dois pouvoir la déployer où tu veux. Mais en fait, notre solution, elle peut aussi permettre de la sassifier, entre guillemets, entre, bah voilà, je veux une instance de mon truc sur Alibaba, j'en veux une sur DigitalOcean, j'en veux une sur, si ça existe encore, DigitalOcean, j'en entends moins parler ces derniers temps. Je sais pas où ils en sont. C'est- Ok. Du- du- donc, et voilà, donc c'est un peu ça. Ouais. en tant que Jean-Claude, François, tu me proposes cette solution-là. Et moi, mes développeurs qui faisaient déjà des choses sur, par exemple, on avait une flopée de fonctions sur Google. Ils vont devoir s'adapter à CW Cloud et votre éditeur, où ils peuvent continuer à se focus sur, sur Google Function. Et il y aura peut-être une petite sorte de traduction qui va m'aider à passer de l'un à l'autre. Alors, pour le coup, il ne va pas y avoir une énorme différence de code à faire, puisque le principe du serverless, c'est de se concentrer sur sa fonction dans son langage Oui. préféré.
Ou, Surtout quand on utilise enfin, Docker. voilà. Ouais, c'est ça. Donc peut-être le nom de la fonction va changer. Chez nous, elle s'appelle Handle et chez Google Cloud, s'ils font, s'ils font du Cloud Function, elle aura peut-être un nom différent. J'ai pas regardé leur dernier Cloud Function Framework. Mais grosso modo, en termes de développement, ceux qui font du langage de programmation sur des serverless, je pense pas qu'ils auront un gros shift à faire. Après, le serverless, comme tu disais, c'est un peu plus large. Au-dessus de Amazon Lambda ou de Google, il y a plein d'autres outils qui reposent dessus. Il y a des ETL, des Amazon Glue, des trucs avec des moteurs de workflow. Là, ça sera un peu moins vrai. Parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes interfaces et les mêmes ergonomies de workflow Mm. que celles d'Amazon. Et on Ouais, aimerait bien ressembler, mais dans tous les cas, même si on ressemble, faudra les refaire, faudra réimplémenter les pipelines serverless qui ont été faits graphiquement sur Amazon, faudra les réimplémenter sur notre interface à nous. mm, Donc ça dépend à quel niveau on se situe. Si c'est le serverless simple, j'écris une fonction en Python ou en Go ou whatever. Là, je pense pas qu'il y a un énorme travail à faire. Peut-être, ça dépend aussi, parce que généralement, comme les clouds s'arrangent pour aussi faire en sorte que tu réutilises facilement d'autres services, notamment les fils de messages, les forcément. event arc, etc. Là, oui, il y aura des subtilités. Bah voilà, ton message, tu vas pas pouvoir dans ta fonction, tu vas pas pouvoir pousser un payload sur ton event arc. Il va falloir que tu fasses l'équivalent ou stocker. Tu utilises, je sais pas, enfin, Firebase, un truc de storage, une base de données, un Aurora ou j'en sais rien, ou un Amazon SQS. Tout ça, forcément, il va falloir trouver des équivalents, sachant que en fait, dans CW Cloud, tu peux aussi appeler des API et des services externes. Donc, tu peux très bien appeler un Firebase dans une fonction CW Cloud. Mais là, tu vas un peu perdre l'intérêt de, justement, on cherche à aller vers Alibaba. Donc, je pense il y a une histoire euh, il y a une gestion de projet à faire qui existerait, quelle que soit la solution. C'est pas Mm. CW Cloud qui va magiquement résoudre les problèmes de un déménagement, ça se fait pas en mode Big Bang, ça se fait progressivement. Et du coup, peut-être qu'au début, il faut accepter que les fonctions qui seront hébergées chez Alibaba, elles vont continuer d'appeler des trucs qui seront sur GCP ou sur Amazon, même en passant par CW Cloud, Ouais, etc., etc. Donc, il y a un vrai travail de planification, d'ingénierie de planification, de migration à faire dans tous les cas. L'outil va aider. Il va pas résoudre tous les problèmes, ça, je préfère pas mentir là-dessus. Mais en tout cas, il va aider. Et peut-être que dans d'autres cas, il n'y en aura pas besoin de ce que je disais. Par exemple, ceux qui font tout en cube et qui tout à sont fait. déjà contents avec Argo CD. Oui, nous, on pourrait faire la même chose. On ne sera pas moins bien forcément, mais on ne sera pas forcément mieux non plus. Donc, si tu es déjà sur peut-être que ça te coûtera moins cher que de migrer sur CW Cloud pour la partie un peu plus bas niveau. Si tes fonctions serverless, c'est des conteneurs que tu as mis sur Cloud Run, par essence, tes conteneurs, tu peux les déployer sur un autre CAS, Ok. etc., etc. La réponse est pour chacune des migrations, de toute façon, il y aura de l'ingénierie à faire, ça c'est sûr. Ok. Après, si j'étais un Euh, bon commercial, c'est là que tu vois que je suis pas un bon commercial, je t'aurais dit, bah si, ça va résoudre tous tes problèmes. et aussi, tu m'aurais dit, non, mais ah, tu vas Alibaba ou Huawei, on a les deux. T'inquiète. Tu vois, tout de suite. Ouais, c'est ça. Tu vois, Take until you do it. Mais Huawei, ils font pas un truc self-hosté, justement, à la OpenShift. J'ai cru entendre qu'ils faisaient un truc comme ça. qui ça, Huawei? Mais je suis pas sûr. Huawei, ouais. Du on-prem, quoi. Si. En fait, Huawei, ils ont Ouais. un machin qui s'appelle OpenStack Fusion. Et en fait, c'est une Ah, distribution basiquement d'OpenStack qui vendent à hmm, des sociétés. Et en ouais. fait, c'est pas juste une distribution d'OpenStack parce que aussi, par exemple, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle ECS, Elastic Compute Service, l'équivalent de EC2.
Ils ont un D'accord. catalogue quand tu vas sur Huawei Cloud en Chine, il y a un catalogue de Secure SES avec toutes les VM qu'ils ont créées pour leur catalogue. Mm. Mais en fait, c'est exactement le même catalogue qu'ils vendent avec leur distribution OpenStack. Donc toi, si demain, par exemple, tu veux avoir le CS de Huawei, tu les appelles, ils vont te vendre la licence OpenStack avec l'OpenStack qu'ils ont fait aux petits oignons, et ils vont te vendre aussi, ils vont te montrer leur catalogue de machines, et ils vont te dire qu'est-ce que tu veux. Tu veux des machines compute optimized, tu veux du GPU, tu veux de ceci. Il y a déjà tout qui est dispo dans leur cloud, et si tu veux, tu peux déjà tester les machins, et tu fais ton propre cloud. Et comme Huawei, bah, c'est pas une petite compagnie, ils ont les 300 à 400 services que AWS peut faire. Eux, ils en ont à peu près le même nombre. Et du coup, si tu as tes plans aux as, bah, tu peux largement t'imaginer faire un cloud similaire à AWS à la maison pour faire un cloud privé ou un cloud Ouais, public. ouais. C'est un peu le OpenShift chinois, en fait, finalement. Bah, c'est pas que c'est l'OpenShift parce que c'est de l'OpenStack. Donc, il y a vraiment tout. Enfin, OpenStack, il y Ouais, a, mais je crois aujourd'hui, il y a une je cinquantaine de services. Mais eux, ils en rajoutent bien pense plus que ça. qu'OpenShift, ça devient comme ça aussi. C'est plus qu'un cube, hein. Aujourd'hui, tu as l'object storage avec Ceph. Je pense qu'ils font aussi de la machine virtuelle, mais ça va pas être en mode OpenStack, mais ça va être du cube virt ou un truc comme ça, j'imagine. Mais dans tous les cas, je pense qu'OpenShift, ils veulent aussi te dire, je te porte le cloud à la maison, du IS jusqu'au FAS, quoi. En capitalisant sur tout ce qui est CNCF, mais Ouais, ouais. ouais, c'est vrai ce que tu dis, mais j'ai du mal à classer ça pareil parce que OpenShift, c'est Red Hat, et chez Red Hat, il y a Red Hat OpenStack, qui est au final une Ouais, licence Red Hat, une licence OpenStack faite par Red Hat. Tu vois. Donc c'est vrai aussi. Ouais. c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à les mettre en concurrent, Dans ce les que deux fait cas, c'est du Huawei. cloud à la maison. Mais Ouais, ouais. ouais, Dans les deux ouais, cas, c'est du cloud à la maison et c'est juste qu'il y en a un qui utilise Cube en cœur de d'IaaS, ouais, même pour déployer des VM, alors que l'autre, il utilise plutôt ouais. un IaaS plus classique pour déployer du Cube parmi les services du catalogue. Euh, Ouais. C'est très vrai. c'est un peu ça la différence que je dirais entre les deux. Mais par contre, j'ai l'impression que commercialement, surtout avec le rachat de VMware, c'est OpenShift qui est en train de bouffer tout le marché on-prem en Europe et sûrement dans d'autres endroits. C'est pour ça que je dirais, c'est plus commercialement que je faisais la comparaison que Hmm, techniquement. ok, J'ai l'impression que c'est le nouveau, que OpenShift est le nouveau VMware en fait. ok. Je sais pas, moi j'ai beaucoup de mal à percevoir. Partout, ils quittent VMware parce que c'est trop cher. Ouais. Tu regardes leur remplaçant. Ouais. Non, j'ai du mal à percevoir ça parce que c'est de cloud privé, et comme je dis souvent, c'est le genre de décision qui se prennent dans des salons avec des sièges en velours et des cigares feutrés, etc. Donc je ne suis pas là et j'ai du mal à percevoir ces choses-là au-delà des études que peuvent me sortir Gartner ou autre, quoi. Mais deuxième Cloud Client Simulator, je m'appelle Marie Cloud. Et j'ai une entreprise de fleurs je l'ai lancée il y a une semaine, et mon fils a fait une pub sur Insta, et mon site internet, il est en train d'exploser. Je paye un VPS à je ne sais pas quel cloud provider, je ne sais pas où, et ça ne tient plus depuis lundi. Mon site internet n'est plus accessible parce que DDoS légal en plus, c'est ça le pire. Euh, Ouais. Mon fils, il m'a dit ouais, mais appelle Idriss de CW Cloud, je suis sûr il peut t'aider, tu vois. Et donc, moi, Marie Cloud, je t'appelle, je te dis ouais, mon site il est en carafe, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, Idriss, s'il te plaît? Là, c'est pareil. Alors, pour le coup, on en a plus des clients comme ça que des énormes clients qui veulent partir en Chine. Ça, c'est un peu plus commun comme problématique. On en a eu des dizaines, des comme ça. Surtout, souvent, c'est des WordPress. Ouais, Et ouais, WordPress, c'est un peu chiant d'ailleurs. Et prenons le cas d'un site web de façon agnostique de la techno qui a été utilisée. ouais, En fait, un site web e-commerce, parce que comme tu disais, elle vend des fleurs, elle va avoir un seul site, c'est pas du multi-tenant. Donc c'est un cas où on va lui dire, bah, en fait, effectivement, il faut quitter ton VPS, mais c'est peut-être pas ton plus gros problème. Ton plus gros problème, c'est peut-être que ton site, il va falloir le redévelopper.
Pourquoi? Parce que ton site, il est stateful. Donc, de toute façon, quel que soit le cloud que tu vas prendre et quelle que soit la solution que tu vas choisir, il y a des sessions, on va pas pouvoir faire des réplicas de ton site. Ouais. Ça, c'est un exemple. Donc, du coup, je vais regarder ce que je peux faire. Dans l'immédiat, peut-être que on va le pousser sur un truc où je pourrais rajouter de la RAM pendant un certain temps et de la Ouais. CPU pendant un certain temps. Mais en même temps, il faut tout de suite anticiper la réécriture du site en mode un peu plus stateless pour qu'ensuite on puisse dire, et c'est seulement après que je vais dire, bah, CW Cloud, c'est bien. Tant qu'à faire, puisque tu dois repartir de zéro. Partons là-dessus, comme ça demain, si ton site, si tu deviens Interflora d'un seul coup, que tu n'es plus une petite fleuriste, peut-être que, mais tu vas pas payer plus cher en le faisant dès maintenant, mais Ouais. effectivement, c'est une bonne solution de partir chez nous. Mais en tout premier lieu, c'est pour ça qu'on continue de faire de la prestat de service et que comme Work continue de faire ça, c'est peut-être qu'il faut réécrire ton site avec des moyens raisonnables par rapport à ta situation et aussi en prenant en compte le retour sur investissement. Et ça tombe très bien ce que tu dis parce qu'en fait, il y a 4 mois, on a eu un fleuriste qui a eu cette situation, qui était sur un PrestaShop très vieux et stateful. Il a effectivement refait son site, pas par nous, mais par une autre agence web. Et c'est l'agence web qui est venue nous voir pour la partie infra et on a travaillé ensemble pour qu'on dise à leurs développeurs essayer de le faire comme ça pour que ça puisse scale, essayer de le faire comme ça pour que on puisse le mettre partout, etc., etc. Et euh, le discours que j'aurais pour alors il s'appelait pas Marie-Claude ou je sais plus comment tu l'as appelé Marie-Claude, c'est ça? C'est ça, Marie-Claude Il Cloud. s'appelait Ouais. Amine. Marie-Cloud. Euh, Marie-Claude. Et effectivement, en fait, bah, c'est l'Interflora tunisien. Donc, c'est pas la taille d'Interflora mondiale, mais ça commence quand même à être plus gros. Ouais. Il a une boutique physique dans un des endroits les plus huppés de Tunis. Il Hmm. paye un certain loyer. Et en fait, il avait un hébergement qui lui coûtait 6 euros par mois. Et maintenant, il a un hébergement qui lui coûte 150 euros par mois, ou un peu plus, 150 dinars, pardon, pas euros, donc ça fait 50 euros à peu près par mois. Hmm. Donc, passer de 6 euros à 50 euros quand on a à la base un petit fleuriste qui commence à grossir, et en fait, c'est pas forcément audible, mais la comparaison que je fais souvent, c'est avec le loyer de la boutique. Je lui Exactement. demande combien il fait son chiffre d'affaires avec son site web versus combien il fait de son chiffre d'affaires avec son emplacement physique. Il a mis son emplacement physique dans un des endroits les plus chics et qu'il est prêt à payer 5 000 euros de loyer ou 10 000 euros de loyer pour sa boutique physique. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique que 80% de son chiffre d'affaires, il veut mettre que 6 euros dedans? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt déplacer sa boutique dans un endroit un peu moins cher Hmm. pour diviser le loyer par deux et réinjecter ça un peu plus dans le site web? En plus, c'était la veille de la Saint-Valentin et la Saint-Valentin, c'est 60% de son chiffre d'affaires annuel. Et le site, il tombe juste avant, quoi. Donc c'est chaud. Et Bien sûr. donc c'est un très bon exemple, le fleuriste. Voilà. Ok. Donc c'est un peu ça. On essaie d'être pragmatique. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants des métiers, mais il y a des choses qui reviennent souvent. C'est bah, retour sur investissement. Voilà, ça c'est peut-être ce que c'est à la fois un de nos défauts et une de nos qualités, c'est qu'effectivement commercialement c'est pas toujours bien d'essayer de penser trop au retour sur investissement du client, mais nous c'est ce qu'on fait dans tous les cas. Et moi je vais lui proposer des solutions pour que lui, il soit gagnant en premier et que nous, on soit gagnant en deuxième, effectivement. Mais dans tous les cas, c'est souvent ça l'argument qui revient le plus, c'est de combien ton chiffre d'affaires dépend de ton site web ou de ta techno ou de ton système d'info. Si c'est un système comptable et qu'il est à l'arrêt, peut-être que on va pouvoir le corriger sur un peu plus de temps, mais là, il y a plus urgence parce que là, c'est carrément, c'était revenu et c'est ton 60% de chiffre d'affaires annuel que tu vas perdre. Voilà. Ouais. Ouais. Hein, Bah, il y statistiquement, a... 60% de 80%. Oh, grave. Mais il y a quelque chose qui me vient à l'esprit quand je t'écoute et au fil de l'interview, là.
C'est que, en fait, en tant qu'ingénieur, tu as automatisé la partie de ton travail que tu fais depuis une dizaine d'années. Basiquement, on va dire que c'est un job, mais celui de DevOps, on va dire que c'est un job, c'est pas grave. Tu l'as automatisé. Mais dans la solution de CW Cloud, vous gardez quand même Comework Ouais, c'est pas parce grave. que C'est pas tu me grave. donnes, Je tu t'en me voudrais donnes. pas. Je suis pas un ayatollah. Il y a aucun souci. Vous avez quand même gardé Comework parce que vous sentez que le conseil et le conseil des clients pose une part prépondérante pour avoir un résultat final qui est bien, quoi. C'est vraiment l'idée que tu me donnes. Il y a Comwork qui est du conseil et il y a CW qui vous permet d'automatiser la technique. Et la technique, comme on disait tout à l'heure, de toute manière, tu es senior, tu sais de quoi tu parles, tu as juste besoin d'outils pour aller plus vite, plus loin, plus facilement. Mais par contre, Ouais. le conseil, ça a une grosse place dans Et de la normaliser l'accueil aussi de pour vos éviter clients. trop de conseillers. Ouais, ouais, totalement. Exactement. J'ai Ok. j'ai l'impression qu'il y a un petit lag. Euh, euh, ouais, bon, c'est pas grave. Je pense qu'on a à peu près 5-6 secondes de lag, à mon avis. Oui, des fois, Je vais c'est répondre à ta plus, c'est question. plus long. Mais vas-y, vas-y, ouais. Vas-y. Ouais. Du coup, ouais, je pense que très souvent, on a vendu aux clients que le cloud, ça allait magiquement résoudre leurs problèmes. Et en fait, on s'aperçoit aussi que même les gros cloud providers comme Amazon, Google, etc., ils fournissent de l'ingénierie, ils le vendent sous forme de support, mais finalement, vous avez des ingés qui vont parfois directement même développer ou vous aider à faire vos M-charts, etc. Donc, je pense que les cloud providers ou les éditeurs de logiciels, parce que c'est vrai aussi, par exemple, pour des boîtes comme Grafana, Elastic vraiment très très fort. Hein. Elastic, ils vont directement jusqu'à débugger les programmes Java de leurs clients qui n'ont rien à voir avec Mm. Elastic. Ok. Voilà, ça pour connaître plein de gens qui travaillent chez Elastic, ils ont déjà fait du troubleshoot d'applications qui n'ont strictement rien à voir avec leur observabilité. Donc, en vérité, les éditeurs de cloud et de logiciels prennent la place des ESN et ils déguisent ça Ouais. sous forme de support. Ça a plusieurs conséquences. Moi, je pense que c'est très pertinent, mais par exemple, ça casse le code des marchés publics. Parce que dans le code des marchés Ouais. publics, vous êtes censé faire des appels d'offres et vous êtes censé avoir une certaine compétition de réponse à appel d'offres, alors qu'en fait, les cloud providers, ils passent dans un autre mode de fourniture de services et le support s'est embarqué dedans et finalement, ils remplacent les ESN avec leur support. Ça, c'est un autre Mm. débat. Nous, forcément, bah, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que notre logiciel, aujourd'hui, on a toujours une boîte de prestat de service, mais à terme, ça serait aussi d'en faire un support plus plus dans le cadre de notre logiciel si on arrive à trouver une surface de marché suffisamment grande pour que on se concentre un peu plus sur ce qui véhicule autour du logiciel, mais ça peut être, entre autres, de réécrire certaines portions de code ou de site web pour les rendre stateless, etc. Et souvent, c'est ça le plus dur dans ce que cherchent les clients, c'est cet accompagnement-là. Bah, tu dois me dire exactement ce que je dois payer, ce que je dois refaire, et même voir passer par d'autres boîtes s'il faut. Hein. C'est ce que j'ai dit pour le fleuriste. On n'est pas passé par la même boîte de dev, finalement. Nous, ça nous Mm. a pas posé problème, même si on avait des devs qui pouvaient le faire aussi, tu vois. Donc, oui, carrément que il y a ça. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que si on reste pas confronté aux problèmes des clients de manière régulière, finalement, notre logiciel, il perd sa pertinence petit à petit parce qu'on est trop déconnecté de la vraie vie, on va dire, entre guillemets. Moi, je pense que c'est important de rester concentré dans la vraie vie parce que ce qui a donné lieu à notre produit et on répond pas aux problèmes de nos clients, bah, notre produit il va moins répondre aux problèmes futurs de nos clients. Ça, c'est un peu la Tout à vision que fait. j'ai aussi. Et je pense que elle est vraie pour tout le monde et pour les cloud providers aussi. Et Ouais. ça s'est senti pour certains clouds. Je vais pas citer leur nom, mais vous êtes trop le nez dans le guidon du coup, vous faites des choses techniquement très poussées, voire super, mais le retour sur investissement, euh, 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 est-ce que ça répond à des problèmes?
Ça peut se débattre, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Euh, Monsieur Blin, je vous laisse la parole. Si vous voulez faire un Cloud Client Simulator, allez-y, mais sinon, Oula! Non, non, j'ai pas trop de questions dans ce goût-là. Juste, moi, j'ai une curiosité d'entrepreneurs et de personnes qui utilisent des outils au quotidien, etc. Notre but, c'est d'améliorer notre quotidien, hein. Est-ce que toi, dans les outils IA ou pas, tu as des trucs dont tu peux ne pas te passer? Est-ce qu'il y a je sais pas, est-ce que tu utilises Claude, comment ça s'appelle? ChatGPT, d'autres outils pas du tout IA ou pas? Et les trucs vraiment, tu dis, ah, putain, celui-là, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps, j'utiliserai. Alors, je dirais pas que je peux pas m'en passer, je pourrais toujours m'en passer comme on parlait de Stack Overflow à l'époque. Il y a eu différentes. Est-ce que tu peux, si Stack Overflow ne tourne pas, on peut pas travailler. On continue de travailler, mais par contre, je serai juste plus lent. Je passerai plus de temps à chercher. J'ai toujours des livres physiques dans ma bibliothèque. Hmm. Je lis toujours dans le métro, etc. Quand il y a certains sujets que j'ai besoin d'approfondir. Mais carrément que oui, j'en utilise de plus en plus. Je suis encore en train d'apprendre le réflexe de demander à ChatGPT, mais Hmm. ChatGPT devient de plus en plus pertinent. Je citerai un peu plus Claude, même pour la partie programmation. Je trouve que Claude est encore plus pertinent que ChatGPT très souvent. Et après, je compare, je ne fais pas du copier-coller non plus. Mais c'est exactement la même chose que Stack Overflow en fait. J'essaie de comprendre pourquoi il m'a donné cette réponse. Et ce qui est bien, c'est que par rapport à Stack Overflow, des fois, ça balance du code sans explication. Ces modèles de langage, ils deviennent de plus en plus pertinents dans la pédagogie, on va dire aussi, parce que c'est clairement un bon use case, d'essayer de simuler un prof, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Ouais, enfin, moi, de mon expérience, je trouve que Claude est un cran au-dessus, bien qu'il n'utilise pas les recherches web ou les trucs comme ça. Je trouve que, je parle pas en code, en tout cas, je parle en génération d'idées, par exemple, parce qu'en code, j'y connais rien, mais génération d'idées, amélioration de texte, traduction, etc., il est quand même un cran au-dessus. Après, c'est vrai que ChatGPT, c'est devenu la base. Par défaut, encore une fois, s'impose des outils incontournables sans que ça le soit toujours pertinent. Ok. Je te rejoins totalement sur la différence entre les deux. Euh, Moi, très souvent, j'utilise Claude pour générer du contenu technique. Donc, je pense que ça reste vrai pour le marketing, etc. Ouais. Voilà, comment je dois faire ça? Claude, il le fait très bien. Il fait très bien les présentations aussi. J'ai besoin de faire des slides sur ce sujet. J'aimerais bien parler de ça. Essaye de me faire un plan qui tient la route. Je trouve il est très bon. Ouais. Par contre, voilà, j'ai euh, et quand on est entrepreneur juridique aussi. Est-ce qu'on m'a raconté des tant de choses, surtout sur les histoires de souveraineté et tout. ChatGPT est pas trop mauvais là-dedans. Surtout, enfin, quand je dis ChatGPT, je dis GPT 4o Ouais. Ouais. comme modèle, parce qu'ils ont aussi moins, parce que très souvent, ils mettent trop de temps. Après, moi, je suis pas un expert dans ces trucs-là, mais clairement, ouais, j'utilise plus ChatGPT pour analyser et pour me sortir une conclusion, pour me dire, en fait, tout ce texte de loi, il parle de ça, et toi, ce que tu attends, ce que tu as compris, c'est bon ou c'est pas bon? Je pense que ChatGPT est meilleur. Et par contre, j'ai besoin de faire un truc que je veux juste aller vite, faire produire du code, produire un truc, produire des slides. Claude, il est meilleur. Ouais. Ouais, ouais, même sur la génération. Moi, des fois, même pour me demander une idée de comment je structurerais un visuel, une création visuelle que je dois faire, il va me faire un schéma de ce que je devrais faire. Il me le fait. C'est souvent pertinent, en fait. Et outre Ouais. l'IA, est-ce que tu as une entreprise modèle, une entreprise qui t'inspire, sur laquelle tu veux justement
peut-être pas te baser, pas faire du copier-coller, mais te dire, ah putain, je trouve que leur philosophie, leurs valeurs, leur façon d'avancer, ça me correspond et c'est ce sur quoi j'aimerais me calquer, bosser. Alors, les deux entreprises qui vraiment nous inspirent dans... Après, je dis pas que forcément c'est une bonne idée, justement, c'est ça qu'on va devoir challenger avec d'autres personnes. Mais disons que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à date, on suivait beaucoup la stratégie de GitLab et de Red Hat avec OpenShift. Ok. Dans le sens où on fait beaucoup d'open source, on produit de l'open source. On a une version complètement open source de CW Cloud en licence MIT avec le serverless et tout qui tourne, donc on peut faire tourner chez soi avec un M-Chart que tout le monde peut installer, etc. Et on a des features un peu plus corporate qui essayent de viser les entreprises un peu plus grosses. En gros, on essaie de faire en sorte qu'une PME, elle peut utiliser notre solution open source et ça lui apporte beaucoup de valeur. Donc toutes les fonctionnalités existeront en open source, la partie observabilité, la partie FAS, la partie DAS, etc. Aujourd'hui, j'insiste que toutes nos fonctionnalités tournent sur la version open source. La version enterprise, elle va apporter un peu plus d'ergonomie adaptée aux grands groupes. Je vais donner l'exemple classique, l'OpenID Connect pour se connecter à l'annuaire de l'entreprise, pour pouvoir se connecter à Google OpenID Connect, Azure Entra ID, Keycloak, etc. Ça, c'est quelque chose qu'une PME va peut-être un peu moins regarder pour avant scale. Et on aura une authentification sécurisée avec la deux facteurs et tout, parce qu'on ne veut pas non plus lui donner une password. Donc, il peut mettre sa YubiKey, il peut mettre son appli d'authentificator et avoir la 2FA, mais on va rajouter des features qui permettent de plus viser un groupe qui paierait bien la licence pour avoir la version enterprise. Pareil pour la gestion des droits. Par exemple, une fonction serverless, il y a toute une notion de RBAC ou d'IAM pour dire je veux donner les droits en écriture, en lecture à la fonction, à telle organisation, à tel truc. Dans la version open source, on a juste des utilisateurs qui peuvent partager les droits sur leur fonction, mais il n'y a pas de notion d'organisation et d'équipe. Euh, et en fait, ils sont pas bloqués dans le sens où s'ils grossissent, au lieu d'avoir une instance de CW Cloud, ils pourraient en déployer plusieurs, dire ça c'est l'instance de telle équipe, de tel département, ça c'est l'instance de telle équipe, de tel département, et c'est étanche et il n'y a pas de souci, etc. Donc c'est pas bloquant, mais on vise les fonctionnalités qui permettent que les grands groupes seraient prêts à payer pour tout ça. Et ça, c'est plus les boîtes comme GitLab qui nous ont inspiré là-dessus. Parce que Hmm. c'est exactement comme ça que GitLab fonctionne. Et GitLab, là où ils vont un peu plus loin, mais parce qu'ils ont un peu plus de moyens, mais qu'on aimerait bien imiter à terme, c'est que à partir d'un certain amortissement, ils considèrent que la feature a été amortie et rentabilisée. Donc, ils la rebasculent dans la version CE. Et ça, moi, je trouve ça plutôt admirable. Et donc, j'aimerais bien qu'on en arrive là au bout d'un moment, qu'on ait suffisamment de rentabilité pour dire bah, l'OIDC, c'est bon, on a assez généré de revenus dessus, on va le basculer dans la version open source parce qu'on continue de produire des nouvelles features et des nouvelles features et des nouvelles features. Finalement, je trouve que ce modèle, il marche bien. Maintenant, il marche bien pour GitLab. Est-ce que ça veut dire qu'il marchera bien pour nous sur le long terme? Ça, je ne saurais pas le prédire. Mais en tout cas, c'est ce qu'on suit. Version CE, version EE. D'ailleurs, même le notion de Community Edition et Enterprise Edition, ça vient de GitLab, hein. On les a bien copiés là-dessus, quoi. Et alors, du coup, bon, Et puis une version SaaS, évidemment. Ouais. ok. Comment? T'es un fervent défenseur de l'open source, t'y crois, etc. Et justement, on va dire que, encore une fois, la conjoncture a prouvé que c'était encore plus indispensable que ce qu'on pense. Est-ce que t'es du genre, alors t'es plutôt de la team de ceux qui utilisent que de l'open source sur tout, toutes les apps que tu utilises, ça va être open source first, on va dire, ou t'es un peu plus laxiste et tu vas quand même prendre des trucs vraiment proprio et des trucs comme ça? Ou est-ce que vraiment la première question que tu te poses, c'est je veux de l'open source? Euh, Bah, s'il y a une solution open source qui fait la même chose que ce que je cherche, oui, je vais prendre la solution open source, mais c'est pas toujours le cas. Ouais. Et quand je dis ça existe, c'est ça existe avec le même time to market. Je vais donner un bon exemple. Bah, Google Workspace, Office 365. Je vais pas m'amuser aujourd'hui à la date où on est actuellement, de la taille de la boîte où je suis actuellement. Je vais préférer payer un abonnement mensuel pour Ouais. toute la suite Google et avoir des mails et un drive illimité, etc.
plutôt que d'avoir le truc en self-hosté, même s'il y a des solutions self-hosté qui commencent à devenir très convaincantes. Il y a des clouds aussi européens qui commencent à devenir de plus en plus convaincants, qui ont la VoIP qui marche plutôt pas mal. Je pense par exemple à Infomaniac, un cloud suisse. Je trouve qu'ils ont fait un beau travail là-dessus. Maintenant, il faut rester pragmatique. Ouais. Je peux pas tout de suite migrer l'agenda Google avec les réunions Google, avec tous les clients qui sont dessus, sur une autre solution et versus, etc. Donc il y a forcément des choses sur lesquelles on sera dépendant. Et je pense pas que ça existe une entreprise 100% souveraine, ne serait-ce que pour le hardware, hein. On dépend toujours des fournisseurs américains pour les processeurs, pour les cartes graphiques, pour les choses comme ça. Donc, on peut pas se passer complètement des autres. Le Ouais. Darcy, ça n'existe pas, sauf dans Astérix et Obélix, en fait. Euh, le- Après, c'est une histoire de stratégie et d'équilibre, c'est-à-dire que est-ce que demain j'ai un problème avec Google, est-ce que je vais tuer mon business? Non, je vais pas le tuer, ça va me faire chier, mais on va pouvoir migrer sur autre chose. Ma solution, Ah, c'est plus modéré, ouais. elle dépend de Stripe, par exemple, pour la version SaaS. Ouais, on dépend, ça, c'est un bon exemple. Pour le paiement en ligne, euh, aujourd'hui, on a Stripe qui a la meilleure expérience utilisateur de loin devant tout le monde pour gérer tout ce qui est paiement en ligne, gestion des factures, gestion de la compta. En plus, les comptables, ils sont habitués maintenant à aller sur Stripe pour récupérer les relevés de compte. Et, voilà, donc ça, c'est génial. Maintenant, j'ai préféré justement que dans la version SaaS, on réimplémente l'ensemble du système comptable. On ait nos factures qui sont uploadées sur des trucs, parce que là, je pense que le business, il est mort si jamais on a un souci avec ça. Et j'utilise Stripe pour gérer la paiement en ligne et remboursement et les trucs qui font chier avec justement les transactions bancaires. Par contre, demain, j'ai Stripe qui m'embête. Je peux passer à PayPal, je peux passer à autre chose, juste pour gérer le paiement en ligne, parce que j'ai juste besoin d'envoyer des ordres de paye-moi cette somme-là et notifie-moi s'il y a eu un problème de paiement ou si le paiement a bien eu lieu. Et moi, je mets à jour mon système comptable pour dire c'est bon, je te relance pas par mail, etc. Là justement, voilà. Donc, je ne m'interdis pas d'utiliser Stripe, on l'utilise carrément. Par contre, je ne vais pas en dépendre si demain je dois quitter tout mon système de relance de clients, de suivi des factures, de tout ça. On l'a développé nous-mêmes. On aurait pu aussi utiliser un ERP à la Odoo, etc. On a préféré que ça soit dans le produit pour que ce soit mieux intégré au produit avec des modules. Donc, on a une version avec les modules SaaS en plus, justement, etc. Et limite, je m'aperçois qu'on a des clients qui veulent nous le demander et ça devient même partie intégrante des features du produit. C'est Hmm. que, imaginons, je suis un éditeur de logiciels, je développe une base de données, par exemple, un moteur de recherche, une base de données au hasard. J'ai pas le temps de me prendre la tête sur la version SaaS. Toi, tu m'as ton truc qui me permet de faire une marketplace avec des templates de déploiement pour déployer ma base de données sur Google, Amazon, etc., etc. Et tu as déjà développé le truc qui permet de générer les factures et de mettre les cartes bleues et tout. Finalement, on peut être un sassificateur d'autres solutions tech. C'est un marché qui existe et il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc voilà, je m'interdis pas. Par contre, j'essaye de ne pas trop en dépendre non plus. Je veux aller vite, mais je veux pas être en otage. En fait, il y a toujours un compromis à trouver entre les deux. Ouais, Il y a pareil. pas, Hmm. je veux pas être en otage, donc dans tous les cas, je vais passer des années à réinventer la roue, quoi. Ça, c'est clair. Nickel, on est sur la même longueur d'onde. Mm. Mm. Oui, ça vibe pareil. France, Portugal, Brésil, Tunisie, ça vibe pareil. Ça me vibre. Ça me vibre. Ouais. Alors, Et puis, si tu ça as fait un... la possibilité de faire 50-50 avec deux fournisseurs, c'est toujours mieux. Tu peux pas faire ce qu'ils font, mais Ah, oui. si tu as la possibilité d'en avoir deux pour le même prix, bah, c'est mieux. Voilà. Très vrai. Cisco, Euh, Huawei, quand tu es un opérateur télécom. Oui, ouais, ouais, exactement. C'est Même si les gens ne le disent pas, Pas il y a plus réinventer de les antennes Huawei 4G, qu'on mais ne le pense. Ouais, bon, il y a plus de Huawei qu'on ne le pense, ouais. ça c'est clair et net. Ça fait une petite heure, une grosse heure et demie même qu'on discute. On a discuté de plein de trucs, de CW, on a discuté de Comware, on a discuté de serverless, il y a Jérôme qui a posé ses questions un peu bizarres et tout. Moi qui ai sorti le Cloud C'est intéressant. Simulator 2025.
Et du coup, il me reste une chose à te demander, Idriss, c'est est-ce que tu as un mot à laisser à nos audio téléspectateurs, une empreinte que tu voudrais laisser dans leur crâne qui gère, mais que peut-être dans 5 ans, ils se disent, ah mais oui, mais c'est ça, il avait raison, c'est ça qu'il faut que je fasse, etc. Enfin, ça peut être une empreinte, ça peut être ce que tu veux, un livre, un média que tu conseillerais aux gens, ou peut-être venez sur CW Cloud, c'est la meilleure plateforme du monde, comme tu veux. Je te laisse le microphone. Euh, alors, bah, je dirais que pour rester dans le thème, on peut résumer ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vous vous inquiétez pas, on va pas être grand remplacé parce que c'est un peu le thème du moment aussi en ce moment, c'est le grand remplacement. On va pas être grand remplacé. Et une nouvelle génération de frameworks, le FAS, l'IA, etc., ce sont les nouveaux frameworks. Et donc, il va falloir s'en servir pour aller plus vite, mais il faudra toujours, on apportera toujours de la valeur pour comprendre comment ça marche et pour pouvoir troubleshooter. Donc, faut pas trop se prendre une charge mentale là-dessus. On doit se transformer, on doit évoluer. Peut-être qu'on fera un peu moins de GitLab CI YAML ou de Roll Ansible ou de Mchart parce que ChatGPT ou Claude nous les génère beaucoup plus vite. C'est pas Mm. grave. On l'a vécu plusieurs fois. Je pense que si vous avez plus que 30-40 ans, c'est pas la première fois qu'on change un peu de métier. On était développeur Java avant d'être SRE et de faire du Go et des opérateurs cubes. Bah, c'est pas grave, on va pas faire des opérateurs cubes toute notre vie en Go ou des M-chart. C'est normal, on a 40 ans à tirer. Voilà, donc ça, c'est le petit mot de la fin que je dirais. Et puis, je pense que bah, le truc classique, un peu bateau, c'est faites de la veille, participez au conf. Dans une semaine et demie, c'est Devox France, c'est génial. Samedi, on a fait notre conférence. Et effectivement, c'est dans ces endroits-là qu'on partage ce genre de débat, on les a aussi dans ces endroits-là. Mm. Et les technos un peu émergentes auxquelles on ne croit pas forcément au début, on croit plus tard, bah, on les découvre aussi dans ces endroits-là. Voilà. Clair. Solide. Merci Idriss, merci. Quant à nous, Merci. quant à toi, quant à vous, audio téléspectateurs, ça fait 1 heure et demie, on est ensemble, vous avez entendu, on présente toujours des solutions cloud intéressantes qui peuvent convenir à Marie-Claude, la fleuriste, tout comme à Jean-Claude, le grand PDG qui va revendre sa boîte à des Chinois. Donc, si tu veux nous soutenir et qu'on parle toujours plus de choses, excuse-moi, n'hésite pas, tu mets le pouce bleu, tu mets 4 ou 5 étoiles, mais 5 étoiles sur Spotify, c'est toujours mieux. Tu t'abonnes aussi, ça peut te servir, mais pas la cloche, parce que la cloche, elle est relou, ça sert à rien. Les notifications, c'est de la charge mentale, ça sert à rien. Mais voici les moyens pour nous soutenir. C'est le Et premier à dire ça. moi, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous écoutez ça. Et puis voilà.